plus grands constitutionnalistes d'Afrique, l'ancien chancelier de l'université, l'ancien ministre, mais aussi le membre titulaire du comité central du RDPC pour poursuivre le décryptage et l'analyse de cette saison post-élection présidentielle au Cameroun. D'abord, nous sollicitons votre regard et votre appréciation sur le travail et sur le rôle même tout au long de ce processus électoral joué et tenu par le Conseil constitutionnel. Je voudrais d'abord revenir à la Constitution pour situer les choses. L'article 48 dit ce que fait le Conseil constitutionnel. Il est juge des élections parlementaires, présidentielles et référendaires, et la Constitution précise qu'il en proclame les résultats. Je crois que cela est clair. Quand il a proclamé, les résultats sont proclamés. Si vous regardez également la Constitution un peu plus loin, on dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de tout recours et que ces décisions s'imposent à toutes les autorités militaires, administratives et juridictionnelles. Je crois que cela dit, on peut tout de suite dire qu'en ce qui concerne les élections, la messe a été dite. Et la qualité de ce travail? Il était mis à l'aise. La qualité de ce travail. Le Conseil constitutionnel a deux rôles. Le contrôle de la constitutionnalité, où on va attendre encore, et juger les élections. Je crois qu'un grand coup a été frappé. Personnellement, quand on regarde comment a travaillé le Conseil constitutionnel camerounais, on peut le féliciter. Parce que c'est d'abord un contentieux très pointu. C'est un contentieux d'observation. C'est un contentieux de contrôle des dispositions constitutionnelles très précises ou électorales très précises. C'est pour ça que les avocats du privé qui jouent les effets de manche ont beaucoup de difficultés. Je voudrais tout de suite ici retenir qu'il y a eu un jeune avocat qui m'a paru très bon et qui, en quelques minutes, faisait le travail. On peut féliciter le Conseil constitutionnel parce qu'il a permis un peu innover. Il a permis un large débat sur ces questions. Il a permis qu'on parle. Et le fait de parler a fait que tout le monde a suivi les points qui étaient les points pointus. Et je pense que cela fera date. Mais il reste encore le vaste travail du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, des accords et des accords internationaux. Remontons, si vous le permettez, un peu l'histoire, professeur. On va vous entendre d'ailleurs sur nos antennes sur cette actualité. Et il circule dans l'opinion une version sur cette affaire, l'affaire Bakassi, sur laquelle vous allez certainement intervenir dans les prochains jours. Une affaire où l'un des acteurs, d'ailleurs candidat à la récente élection présidentielle, affirme dans les réseaux sociaux et dans l'espace public avoir joué un rôle majeur et être même, je dirais, le héros du dénouement du 12 juin 2006, le dénouement de Green Tree. Votre regard. Je reviendrai sur la prestation de serment qui me semble essentielle. On en reparle tout à l'heure. Bon, cette affaire de Bakassi, c'est deux choses très simples. Bakassi, c'est un chef qui a su écouter les conseils. Et ce chef, tout le monde le connaît, c'est le président Paul Biya. Il a su écouter les conseils pour maintenir le Nigeria. Je peux vous citer des programmes, des télégrammes diplomatiques très fins. Il a su écouter les conseils en acceptant les conseils qui lui disaient de souscrire la clause facultative de compétence obligatoire, c'est-à-dire qui permettait de traîner le Nigeria à la CIJ. Étant donné que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Okoye Aripo, en 1961, avait souscrit la clause sans réserve, nous nous étions aperçus de cela et nous avions conseillé au président de souscrire la clause et de déposer sa requête. Je crois que l'importance de toute cette affaire part de là. À partir du moment où les deux clauses jouent, le Nigeria était dans les taux et le Nigeria a dû se présenter à la Cour internationale de justice. C'est qui le héros de Bakassi à ce point? Je dis, il est encore le héros de Bakassi à ce point-là. Il est héros de Bakassi parce qu'il a accepté qu'on étende le conflit, au conseil qui lui disait d'étendre le conflit à toute la frontière, c'est-à-dire que ça devienne un conflit non seulement terrestre et maritime, c'est-à-dire
de la frontière du Tchad jusqu'à la Kouayafé. Je pense que dans cela, il mérite le titre de héros. Il mérite également le titre de héros, à mon avis, parce qu'il a pu faire exécuter cet arrêt d'une manière très originale, c'est-à-dire en recourant aux négociations. Généralement, c'est le Conseil de sécurité qui exécute les arrêts de la Cour internationale de Bakassi. Je crois que cela dit, il faut ajouter, et c'est la deuxième chose essentielle, que Bakassi est le fruit de l'expertise camerounaise conjuguée avec l'expertise internationale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Expertise camerounaise, conception stratégique de l'affaire. Expertise camerounaise, nous avons fait intervenir dans l'affaire le professeur Bipoun pour la connaissance qu'il avait du droit international africain. Nous avons fait intervenir dans l'affaire le professeur Tamak pour la connaissance qu'il avait de la procédure chez les anglophones. Si vous regardez l'affaire, vous verrez que dans l'équipe de l'affaire, vous avez des généraux. Le général Tatao, le général Tatao et le général Semengue, en ce qui concerne les problèmes stratégiques. Tout à fait. Nous pouvons continuer. Un monsieur qui était un monsieur important, et peut-être que les Camerounais ne le savent pas, le regretté Bodo, qui est aujourd'hui mort, qui était directeur du cadastre et qui connaissait très bien tout le cadastre tout le tracé de la frontière frontalier camerounais. Et je peux vous dire qu'il a fait des merveilles quand il ouvrait sa bouche. Et je veux citer un héros anonyme, M. Chop, qui a tenu la logistique dans le cadre du cabinet Mignard et qui a suivi cette affaire pendant plus de 7 ans. Quant à la personnalité que vous voulez bien citer, elle a joué un rôle exceptionnel également en plaidant comme les autres personnalités. Mais on ne peut pas dire qu'elle est le héros de Bakassi, comme je l'ai vu dans le journal Mutation. Bakassi est le fruit, je dirais, la conjonction d'une bonne direction stratégique de l'affaire et la conjonction d'une expertise camerounaise qui a su se conjuguer à l'expertise internationale. L'agent principal était le professeur Pelé, le professeur Cotte, Jean-Pierre Cotte, ancien ministre français, M. Auriac et le professeur Jacques Lang. Donc il y avait même d'autres experts internationaux qui ont participé à l'affaire. Je pense qu'il est très prétentieux qu'un individu lève le doigt et dise écoutez, j'ai été le héros de Bakassi. Le héros de Bakassi, c'est beaucoup de Camerounais. Le héros de Bakassi, c'est d'abord le chef de l'État qui a su conduire l'affaire jusqu'au bout. C'est entendu. Merci pour ces rappels, professeur. Maintenant, revenons donc à l'événement qui s'annonce, la prestation de serment du président Paul Biya, événement annoncé comme inédit. En quoi cette cérémonie sera-t-elle inédite, professeur? D'abord, je voudrais encore revenir à la Constitution. L'article 7 de la Constitution dit que le président élu prête serment devant le peuple camerounais. Alors, je crois que vous avez un peu tendance à oublier le peuple camerounais, qui est le grand témoin du serment du président. On dit devant le peuple camerounais et on dit devant les membres de l'Assemblée nationale, devant les membres du Sénat, devant les membres de la Cour suprême. Je pense que c'est d'abord le peuple camerounais. Qu'est-ce que c'est que cet événement-là? Cet événement-là, ailleurs on l'appelle Inauguration Day, ailleurs on l'appelle investiture. Cet événement-là est également accompagné des signes qui démontrent que désormais quelqu'un assume effectivement les fonctions présidentielles. Vous avez le coup de canon, il n'y a pas que ça. Vous avez la remise des effets de grands maîtres des ordres nationaux. Vous avez la remise de l'écharpe. Je crois que à ce moment-là, le président élu est vraiment investi, élu de la nation tout entière, ce qui lui permet désormais d'exercer le pouvoir que la Constitution qui lui réserve. Et ces pouvoirs sont tout à fait immenses. Ces pouvoirs concernent la formation du gouvernement, ces pouvoirs concernent la garantie de l'intégrité du territoire et du fonctionnement régulier des institutions. Ces pouvoirs sont diplomatiques, ces pouvoirs regardent la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, et ces pouvoirs sont les pouvoirs d'un président. C'est un peu un substitut au couronnement qu'avait le roi. Désormais, on sait qui est président de la République du Cameroun pour les 7 ans à venir. Absolument, mais ce 6 novembre, s'il est confirmé que ce sera cette date-là, ce sera aussi le symbole tout de même du 6 novembre. Paul Biya, plus que jamais l'homme du 6 novembre. Donc,
Mais je crois que c'est un symbole qui rejoint un autre symbole beaucoup plus important parce que finalement, quand l'autre 6 novembre a eu lieu, rien n'a plus été comme avant. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier. Nous qui ne faisions pas la politique avons été séduits par ce 6 novembre-là, par les termes moralisation, de la rigueur. Et c'est par ça qu'on est venu à fréquenter les cercles politiques et à être là-dedans. Je pense que 2-6 novembre, c'est télescope, mais c'est dans la continuité pour pouvoir continuer une certaine œuvre. Sortons par une prospective, professeur, si vous le permettez, votre regard sur les priorités même de ce septennat qui va s'ouvrir. Bon, priorité, je serais tout à fait prétentieux pour tracer les priorités, mais je pense qu'il y en a une qui À votre avis? C'est la situation économique de cette Afrique centrale où on a vu le cours de pétrole chuter, on a vu le cours de matières premières chuter, on a vu les recettes chuter, où on doit maintenir une économie de croissance et une économie qui permette la répartition des fruits de la croissance et une redistribution de la justice sociale. Je pense que c'est là une priorité, et une priorité qui est une priorité de tout premier ordre. Probablement, deuxième priorité, c'est la situation sécuritaire, particulièrement le problème du nord-ouest et du sud-ouest, et peut-être d'ailleurs, le problème du nord-ouest et du sud-ouest, monsieur oublié que le premier devoir, l'un des premiers devoirs que la Constitution impose au président de la République, c'est de garantir l'intégrité du territoire national. Et l'unité de la nation. Je crois qu'il saura bien le faire, qu'il prendra toutes les mesures qu'il faut pour que cela soit garanti et pour également amener les Camerounais à vivre ensemble, à collaborer ensemble, à travailler ensemble et à refaire un Cameroun prospère. Merci infiniment, professeur Joseph Ouna, professeur émérite. On l'a dit et on va rappeler que vous êtes l'un des plus grands constitutionnalistes africains, ancien chancelier de l'université, ancien ministre et membre titulaire du comité central du RDPC. On va vous dire une bonne fête de prestation de serment et de célébration du 36e anniversaire de l'accession du président à la magistrature suprême. Merci à tous ces beaucoup. titres.